Merci d'être sur la télévision. Là-bas, et poursuivre le journal de ce jour, jeudi 17 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Il n'y aura pas de Hajj cette année pour les candidats nigériens qui doivent attendre jusqu'à l'année prochaine. L'annonce a été faite par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omara Koho. Les agences de voyage pour le pèlerinage réunies donc au sein d'une association ont tenu une assemblée générale hier pour s'exprimer sur la question. Précision Ismaël Moumouni sur les images de la télévision Dunia. Pas de Hajj pour les étrangers qui espèrent accomplir le 5e pilier de l'islam cette année. Ainsi en a décidé l'Arabie Saoudite compte tenu de la pandémie du coronavirus. Sujet au cœur de cette assemblée générale de l'association nigérienne des agences de pèlerinage Hajj et Umrah ANAP. Dans l'état de l'esprit que nous trouvons aujourd'hui, vraiment c'est un esprit vraiment de désolation. Dans la mesure où la nation du Hajj pour un musulman, c'est pas une bonne chose, c'est pas gain. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes retrouvés ici avec presque tous les responsables des agences de notre fédération pour pouvoir vraiment comment affronter vraiment cette situation-là. Ce que nous allons faire comme l'année dernière, nous allons d'abord contacter nos pèlerins, voir avec eux vraiment comment nous allons gérer vraiment cette situation-là. Puisque l'annulation du Hajj de cette année, ce n'est pas vraiment la faute des agences et ce n'est pas aussi la faute de nos autorités. C'est un pays souverain qui a décidé vraiment de ne pas organiser le Hajj, c'est son droit. Mais donc, nous ne pouvons que vraiment essayer de voir comment résoudre vraiment ce problème-là, indépendant vraiment de notre volonté. Malgré avoir payé leurs frais, les futurs pèlerins vont devoir encore attendre pour accomplir le rite. Presque tous ceux qui inscrivent vraiment leur nom pour le pèlerinage, ce sont comme on dit, parents, amis et connaissants. Le message particulier que j'ai eu vraiment, c'est ce que Dieu a décidé. Donc on va philosophiquement vraiment confronter accepter vraiment le fait accompli, vraiment décidé par le bon Dieu, parce que c'est Dieu qui décide d'être serein, nous et les pèlerins. Donc le message que j'ai aussi vraiment lancé à l'endroit vraiment des pèlerins, de ne pas vraiment être resté serein. L'Arabie Saoudite a décidé de limiter la disponibilité de l'inscription cette année pour ceux qui souhaitent accomplir le Hajj aux citoyens et résidents du royaume uniquement avec un total de 100 000 pèlerins. Merci Ismaël Moumouni. Et cette brève de l'Amnesty International qui s'est exprimée aujourd'hui relativement à la situation du président du mouvement dynamique citoyen Anas Ibrahima. Les autorités nigériennes du Niger donc doivent libérer ou juger dans le cadre d'un procès équitable un militant arrêté et détenu depuis plus de 2 mois dans une prison de haute sécurité à une 50aine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Niamey, où toute visite des familles et proches est suspendue en raison de la pandémie du Covid-19, a déclaré Amnesty International aujourd'hui. Anas Jibril, coordinateur national de l'association Niger Debout et président de la plateforme Mouvement Dynamique Citoyen, a été arrêté le 24 mars 2021 à la suite d'un appel à manifester contre les résultats du second tour de l'élection présidentielle proclamé par la Cour constitutionnelle. L'appel a été lancé le 22 mars 2021 via un élément sonore partagé dans un groupe WhatsApp. Anas Jibril demandait aux Nigériens, je cite, de sortir dans la ville de Niamey et dans toutes les grandes villes sans exception pour manifester leur ras-le-bol et insinuer que les manifestants répondaient à toute provocation au risque de faire couler le sang. Il a été donc arrêté le 24 mars et inculpé pour production et diffusion des données de nature à troubler l'ordre public, provocation directe à un attroupement armé, complot en vue de renverser un régime constitutionnel, proposition
faite en vue de former un groupe visant à dresser les citoyens les uns contre les autres. Il n'a pas encore été interrogé, poursuit Amnesty International, sur les charges retenues contre lui depuis son incarcération, alors qu'il a déjà passé 82 jours en détention à la prison de haute sécurité de Koutoukale, où toutes les visites des familles et proches sont suspendues par le gouvernement en raison de la pandémie de la Covid-19. La demande de liberté provisoire introduite ce mois par son avocat a été aussi rejetée par les autorités judiciaires, précise Amnesty. Comme pour plusieurs autres activistes de la société civile, l'article 31 de la loi sur la cybercriminalité portant sur la production et la diffusion des données de nature à troubler l'ordre public et la diffusion des données de nature à troubler l'ordre public a été utilisé par les autorités pour inculper Anas Jibril. Amnesty International appelle donc les autorités nigériennes à s'assurer qu'Anas Jibril soit en mesure de communiquer avec son avocat de manière confidentielle et adéquate, qu'il ait accès au monde extérieur, y compris sa famille et ses proches, qu'il soit libéré provisoirement dans l'attente de son procès ou amené en procès dans un délai raisonnable et que son procès soit équitable, précise Amnesty International dans une déclaration rendue publique ce jeudi 17 juin 2021. Et cette déclaration d'Amnesty International a fait réagir le mouvement dynamique citoyen dont Anas Jibril assure la présidence. Garba Damana, il est membre du dit mouvement. Effectivement, notre camarade aujourd'hui, et le camarade Anas Jibril, est président du mouvement dynamique citoyen, à 83 jours de détention à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Et je vous l'appelle, c'est une prison qui est exclusivement réservée aux délinquants, aux terroristes et autres criminels. Or, notre camarade n'est ni un délinquant économique, ni un criminel, ni un terroriste. Notre camarade a juste appelé à manifester, et ça aussi, c'est par voie de WhatsApp. Et voilà les raisons pour lesquelles le camarade a été transféré à la prison de haute sécurité de Koutoukale. Et le communiqué de presse de Amnesty vient à point nommé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le camarade, le 2 juin, nous avons déposé avec le consortium d'avocats une demande de mise en liberté provisoire. Mais dans notre optimisme naïf, la demande a été rejetée par le doyen des juges d'instruction. Nous ne savons pas exactement les vraies raisons, mais tout ce que nous disons, c'est que le camarade Anas Jibril, président du mouvement dynamique citoyen, le traitement qu'il est en train de subir est inhumain. Nous sommes dans un état de droit, pas un état qui produit des lois juste pour museler certains acteurs, mais un état de droit, l'état qui garantit ne serait-ce que les droits des défenseurs, les droits des êtres humains qui sont sur ce territoire. Nous disons ceci, et M. Bazoum a raconté la dernière fois les acteurs de la société civile afin de converser, de discuter avec eux et pour trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse l'accompagner dans sa gestion. La dernière fois, je l'ai dit, nous ne sommes pas contre ça et c'est une très belle démarche, mais nous disons ceci. Si réellement le président Bazoum veut des rapports civilisés avec les acteurs de la société civile, eh bien, il doit libérer les détenus politiques. Il doit libérer les acteurs de la société civile qui sont incarcérés juste pour leur opinion. Et nous profitons et nous dénonçons davantage encore cette loi liberticide, la loi sur la cybercriminalité qui juste là continue à museler, à vrai dire, les acteurs, tout celui qui essaye d'avoir une voix discordante par rapport à la gestion de la chose publique.
Autre aspect de cette édition, célébration ce jour 17 juin 2021 de la journée, c'était hier la journée de l'Afrique, la journée de l'enfant africain qui est célébrée hier 16 juin un peu partout à travers le continent. Ici au Niger, cette occasion a été saisie aujourd'hui pour initier une journée parlementaire ce matin à l'Assemblée nationale. L'état de la mise en œuvre des engagements internationaux souscrits par le Niger, notamment par la ratification de la Charte des droits et du bien-être de l'enfant en 1999, était au centre des discussions ce matin au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Des discussions suivies et résumées ici par nos reporters Nafisé Haya et Abakar Soleil. C'est à l'occasion de la 30e édition de la Journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin de chaque année que se tient cette journée parlementaire de plaidoyer organisée par les enfants. Dans le thème retenu est 30 ans après l'adoption de la charte, accélérant la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. En effet, on sent l'engagement des représentants du peuple que nous sommes. Les enfants ont souhaité venir nous voir vers nous pour plaider en faveur de leurs droits. Au cours de cette rencontre, nous serons édifiés sur l'état de mise en œuvre des engagements internationaux souscrits par notre pays, notamment la ratification de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant en 1999. Les efforts déployés du point de vue législatif et réglementaire en matière de droits de l'enfant. Les défis qui restent à relever. Du point de vue législatif et institutionnel, de nombreux efforts ont été fournis par l'État en matière de protection de l'enfant. Ils n'ont cependant pas manqué de lancer cet appel. Cependant, beaucoup reste à faire. 1. Les politiques nationales en faveur des enfants tendent à répondre aux réelles aspirations par une insuffisance notoire des ressources humaines. Les allocations budgétaires dans le secteur de la protection de l'enfant ne correspondent pas aux engagements pris et aux attentes. Le nombre d'enfants en situation de rue s'accroît. L'insécurité fait et multiplie le nombre d'enfants vulnérables. La précarité dans laquelle de nombreuses familles se retrouvent met en danger le devenir des enfants. Ainsi, les travaux en séance plénière reprendront le vendredi 18 juin 2021 avec comme ordre du jour la tenue d'une journée parlementaire d'information sur la vaccination. Merci Nafisa Yahya. Restons dans ce cadre pour parler de l'ouverture ce matin d'un atelier de validation des résultats de l'étude scientifique sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille et le mariage des enfants. Cet atelier organisé par CONIDA et le programme d'appui à la société civile nigérienne a vu la présence de plusieurs invités venus de 8 régions du Niger. Asma Ousseidou et Khalid Bourema pour le compte rendu. Enrichir le rapport de l'étude scientifique menée à l'échelle des 8 régions du Niger est l'objectif visé à travers le présent atelier initié par le programme d'appui à la société civile PASOK 3 sur la scolarisation et le maintien de la jeune fille à l'école et le mariage d'enfants conduite dans les 8 régions. Pour la chef du projet et le président de la CONID, la thématique et le choix de ces 8 régions n'est pas fortuit. En effet, ces régions restent les plus touchées par la persistance en termes du mariage d'enfants, avec respectivement un taux de prévalence du mariage d'enfants de 89%, 87% et 115%. Le présent projet a pour objectif principal de renforcer les OSC intervenant dans la protection des droits de l'enfant pour le développement d'un environnement propice et résilient pour les enfants au Niger. De façon spécifique, le projet vise à promouvoir une culture de reddition de comptes au niveau des structures membres de la CONID et à favoriser l'émergence d'un leadership féminin et jeune. De redynamiser les cadres de concertation et de dialogue entre les leaders religieux et coutumiers et les pouvoirs publics dans les 8 régions
en vue de favoriser l'engagement des organisations d'enfants et jeunes dans le suivi général des droits de l'enfant et le plaidoyer. Ce projet intitulé Action concertée des organisations de la société civile pour l'effectivité des droits de l'enfant au Niger est une initiative qui est portée par la CONID, qui est une structure faîtière de 94 ONG associations, et l'ONG EPAD, pour une durée de 18 mois. Alors, une des activités phares, bien entendu, c'est cette étude scientifique qui devrait être pour nous un tableau de bord, mais également qui devrait servir à alimenter nos actions de plaidoyer au niveau des régions. La chef de projet l'a rappelé tantôt. Nous ambitionnons en tout cas de redynamiser les cadres de concertation qui existent déjà au niveau donc des 8 régions, et nous allons faire en sorte que les capacités des enfants et des jeunes soient renforcées afin que ces jeunes et enfants puissent participer également à ces espaces au niveau des régions afin d'exprimer leurs préoccupations. Une initiative appréciée par le secrétaire général du ministère de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant dans son discours d'ouverture. Les enfants constituent plus de la moitié de la population nigérienne, comme en témoignent les dernières données publiées par l'UNICEF Niger, où 58,2% de la population nigérienne ont moins de 18 ans, c'est-à-dire sont des enfants. Aussi, aucun développement durable ne peut se réaliser sans la protection, l'épanouissement durable, l'épanouissement et l'implication de cette frange dominante de la société nigérienne. C'est pourquoi la promotion et la protection des droits de l'enfant, notamment la jeune fille, constitue une des priorités des plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence M. Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Je profite donc de l'occasion pour réitérer à la CONID de notre entière disponibilité à la soutenir dans toutes ces initiatives en faveur de la réalisation des droits de l'enfant. Cet atelier de validation de l'étude scientifique du programme d'appui à la société civile mis en œuvre par le consortium CONID et par Niger est financé par l'Union européenne et prendra fin le 18 juin 2021. Merci Asma Ousedou. Les travaux de l'atelier de formation des chercheurs nigériens sur le thème facilitation des échanges dans l'UMOA et la CEDEAO avec l'entrée en vigueur de la ZLECAf ont pris fin hier mercredi à l'hôtel Bravia. Sur une note de satisfaction générale et d'importantes recommandations ont été formulées, nous rapporte Areta Sala et Cheb Guissou. Après 3 jours d'intenses travaux sur les 6 modules présentés par les experts, les participants à cet atelier ont mieux compris le thème central de l'atelier et ses enjeux. C'est pourquoi ils ont formulé des recommandations, dont voici quelques-unes. À l'endroit de l'État du Niger doit prendre ses responsabilités face aux interdictions de vente des produits nigériens dans certains pays membres de la CEDEAO. Réorganiser le secteur privé, redynamiser le rôle de veille commerciale des attachés commerciaux dans les ambassades afin de promouvoir les produits nigériens et d'intervenir en cas de difficulté. Trouver des solutions aux problèmes d'application des accords, sensibiliser les acteurs du secteur privé composé des analphabètes à 83% qui contribuent à 40% du PIB. Mettre en place des ressources nécessaires pour la transformation de l'économie nigérienne dans le cadre de la préparation du Niger à l'intégration de la ZLECAf. Prendre en compte la stratégie nationale de transport dans l'élaboration de la stratégie ZLECAf et le document cadre de la promotion du secteur privé. À l'endroit des experts, préparer une petite note de communication adaptée selon le type de participants en vue de faciliter la compréhension. À l'endroit du secteur privé, porter plainte au niveau de la CEDEAO ou de l'UMOA en cas d'interdiction d'exportation d'un produit par un autre pays membre. À l'endroit du CNUT, faire un suivi des recommandations formulées à l'occasion de cet atelier pour qu'elles connaissent une meilleure mise en œuvre efficiente.
Le directeur général du Conseil nigérien des utilisateurs de transport public, CNUT, en clôturant les travaux de cet atelier, a rassuré les participants qu'ils examineront les recommandations formulées en vue d'améliorer les conditions de desserte et d'approvisionnement du Niger. Je réitère ici notre ferme engagement à poursuivre nos efforts de formation et de sensibilisation à l'endroit des chargeurs et de tous les intervenants de la chaîne de transport, afin que le Niger bénéficie de tous les avantages liés à cette politique économique. Chers séminaristes, les résultats auxquels vous êtes parvenus vont assurément contribuer à apporter des réponses adéquates aux difficultés liées à vos activités commerciales. Ils vous permettront, je l'espère, de minimiser les risques inhérents à la conduite de vos échanges et d'améliorer la compétitivité des exportations et au-delà, celle de l'économie nationale. Nous avions bien noté toutes les recommandations et les résolutions issues de vos réflexions. Soyez assurés qu'elles seront examinées avec toute la bienveillance requise. S'agissant des préoccupations qui ne relèvent pas de nos compétences, nous nous ferons le devoir de les soumettre à qui de droit. Les participants à cet atelier organisé par CNUT sont très fiers de cette formation de renforcement de capacité et ont adressé des motions de remerciements et de félicitations à l'endroit du président de la République, du Premier ministre, du ministre des Transports et du CNUT pour leur pleine implication dans la recherche de solutions aux problèmes dont font face les chargeurs nigériens. Et puis cette brève arrêté ça là, la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue aujourd'hui a finalement décidé de rouvrir les frontières terrestres nigériennes après plus d'1 an de fermeture du fait de la Covid-19. Tillabéri constitue la dernière étape d'un périple qui a conduit le médiateur de la République dans plusieurs localités du pays. Maître Ali Srifi Mega mène depuis quelques jours une campagne de plaidoyer sur les enjeux de l'actualisation des cadres juridiques protégeant les femmes et les jeunes filles de violences. Précision dans cet élément. À Tillabéri, qui constitue la dernière étape de cette campagne de plaidoyer sur la révision des textes juridiques protégeant la femme et la jeune fille des violences, le médiateur de la République, dans un discours brossant la situation des violences basées sur les genres, a mis particulièrement en exergue les questions de la déscolarisation de la jeune fille et des mariages précoces. L'union par le lien du mariage est une prescription constante, universelle et perpétuelle. En effet, le mariage est la principale institution sociale, et ce dans toutes les sphères de civilisation, toutes les religions, révélées ou non. Le pouvoir moderne, guidé par cette réalité transcendantale, a pris la précaution de faire des aménagements constitutionnels. C'est ainsi que la Constitution de 2010 indique à l'article 21, alinéa 1er, et je cite, « Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État. » Le mariage est donc une bénédiction, certes bénéficiant de la protection divine, parce que d'inspiration religieuse, mais aussi à cause de cette onction divine, il est encadré par le pouvoir temporel. Le gouverneur de la région de Tillabéri a pour sa part salué la détermination de longue date de Maître Ali Srifi Mega sur ces questions, détermination confortée par la volonté politique des plus hautes autorités du pays. La présente rencontre qui nous réunit ici témoigne le souci constant des autorités de la 7e République, au premier rang desquelles Son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État, et Son Excellence Oumoudou Mohamedou, Premier ministre, chef du gouvernement, a condamné toute forme de violence et surtout les violences faites aux femmes et aux enfants. Le médiateur de la République, tout comme la représentante du PNUD, s'est adressé directement aux députés nationaux et aux chefs traditionnels pour qu'ils appuient de tout leur poids
le programme Spotlight qui vise à éliminer les violences basées sur le genre dans notre pays. Les autorités de transition maliennes continuent à enregistrer des soutiens des Maliens. C'est l'exemple des ressortissants du Mali au Niger qui se sont rendus ce matin donc au siège de l'ambassade de ce pays à Niamey pour annoncer officiellement leur soutien au colonel Assimi Goïta et son équipe. Précision dans cet élément. Les ressortissants maliens vivant au Niger se mobilisent pour apporter leur soutien aux nouvelles autorités maliennes de transition, mais aussi pour adresser leurs remerciements et leur reconnaissance à tous les pays et les partenaires qui ont décidé de soutenir ces autorités pour qu'ensemble aider le Mali à retrouver sa stabilité. Ces ressortissants maliens vivant au Niger, à travers leur haut conseil, se sont retrouvés ce jeudi 17 juin 2021 à l'ambassade du Mali à Niamey pour officialiser ce soutien. La communauté malienne du Niger adresse ses félicitations et ses encouragements à son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le Premier ministre Choguel Kokala Mega, au gouvernement et à l'ensemble des institutions de la transition. L'assure de son soutien inconditionnel et indéfectible pour mener les grands défis, pour mener à bout les grands défis qui l'attendent. Prie Allah, le Tout-Puissant, accordé au président Assimi Goïta la santé, la force, la patience nécessaires pour mener à bon port l'exaltante et noble mission, celle d'instaurer l'honneur du Mali et le bonheur des Maliens. La communauté malienne du Niger et l'ensemble des amis du Mali restent reconnaissants vis-à-vis de tous qui ont aidé le Mali et continuent à apporter leur soutien aux Maliens et au Mali. La destinée du Mali, dans les mains du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, sera promoteuse lorsque nous nous engageons tous à aider les autorités de la transition dans leur difficile et noble tâche. Une décision très sage et qui montre à quel point les Maliens vivant au Niger se soucient de leur pays. C'est d'abord des mots de remerciement que j'adresse ici à la communauté malienne vivant au Niger. Remerciement et reconnaissance et saluer vraiment cette belle initiative prise par le comité de base des Maliens vivant au Niger, apporter leur soutien aux nouvelles autorités transitoires de la République du Mali, de leur pays. Et ce acte, ce geste est vraiment sanitaire. Et nous ferons notre devoir pour effectivement transmettre cette motion, cette déclaration aux plus hautes autorités de la République. L'appel que j'ai lancé, c'est à l'endroit de tous les Maliens de façon générale, et particulièrement à ceux vivant ici au Niger. C'est des périodes difficiles, pendant les périodes difficiles que les gens doivent rester soudés. J'en appelle à leur sens de patriotisme et demander aux Maliens de rester encore soudés, ici vivant au Niger et partout. Le nouveau président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, a été officiellement investi président le 7 juin dernier. Et quelques heures après, Choguel Mega a été aussi nommé Premier ministre qui à son tour a formé son gouvernement mixte composé des civils et des militaires. Ainsi, les Maliens qui restent soudés derrière les nouvelles autorités attendent d'elles de conduire le pays à bon port pour redonner une nouvelle image à ce pays sahélien qui connaît des crises sécuritaires sans précédent qui ont mis ce pays à terre. Après plus de 10 ans, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a finalement foulé le sol de son pays cet après-midi. Un retour attendu par la population, notamment ces fans qui se sont mobilisés pour accueillir leur héros. Suivez plutôt. Dès les premières heures de la journée, le quartier populaire de Yopougon vit à l'heure Laurent Gbagbo.
L'heure d'un grand retour où l'ancien président est parfois attendu comme un messie. Depuis 10 ans, je pouvais accru qu'il y a un Dieu pour les pauvres. Et ce Dieu, le Dieu là a libéré Koudou Laurent Gbagbo pour Yopougon. Aujourd'hui, si on est ici, c'est parce que c'est sa place, c'est pour lui, c'est pour lui. Des partisans pour le moins exaltés que l'on achemine en bus vers l'aéroport où Laurent Gbagbo est attendu en début de soirée. Retour au pays par un vol régulier comme un simple citoyen, ou presque. Allons à l'aéroport, nous sommes fiers. Nous savons qu'avec Laurent Gbagbo, il y aura la réconciliation. Parce que maintenant, nous avons tout pardonné parce que Laurent Gbagbo rentre aujourd'hui. Un retour placé donc sous le signe de la réconciliation nationale, préparé dans ses moindres détails entre les représentants de Laurent Gbagbo et ceux de son rival, l'actuel président Alassane Ouattara, avec une seule consigne, pas de colère, pas de provocation. On ne va pas tomber dans le jeu des uns et des autres. Nous sommes pacifiques. Il ne faut pas mépriser. Sur la route de l'aéroport, passage obligé, la commune de Port-Bouët, où des incidents éclatent. Les pro-Gbagbo accusent le pouvoir de ne pas jouer le jeu. Or là, ils sont en train de disperser les gens, ils sont en train d'interpeller, ils gazent les gens. Ça n'avait pas été prévu dans les discussions. La sécurité, à commencer par celle de Laurent Gbagbo lui-même, c'est bien le principal enjeu de cette journée. Éviter les violences et débordements dont les deux camps n'ont aucun intérêt à tirer. Et puis cette réaction du secrétaire national chargé de l'Afrique de l'Ouest 2 et de l'Afrique centrale du Front populaire ivoirien FPI de Laurent Gbagbo qui a regagné le barricade donc cet après-midi après plus de 10 ans d'absence. Un retour vivement attendu et salué par les Ivoiriens, particulièrement les militants de son parti, le Front populaire ivoirien. Je vous propose de suivre Goli Sylvain. C'est une joie immense, une joie inestimable, une joie qu'on ne peut même pas qualifier. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux, nous sommes très heureux, nous sommes très heureux. Les Ivoiriens sont très heureux, la famille du Front populaire ivoirien est très heureuse et tous les militants socialistes sont très heureux. Et encore une fois, nous remercions tous les socialistes, surtout les chefs d'État qui ont contribué, qui ont plaidé, qui ont négocié, qui l'ont soutenu jusqu'à ce qu'ils soient acquittés et libérés et qu'aujourd'hui foule le sol ivoirien. Dans la bataille politique, Gbagbo est le leader de tout le monde. C'est vrai, il y a des petits problèmes, comme ça ne manque pas dans toutes les grandes associations. Le président Pascal Afingissa voudrait la même chose que les autres, mais en passant par la voie pacifique, c'est-à-dire qu'il fallait faire la politique, et ce n'est que la politique. Comme l'a toujours dit, que le président Gbagbo, c'est en faisant la politique qu'il s'est retrouvé en prison, ce n'est que la politique peut le libérer. Donc la négociation et tout ce qui suit, comme géopolitique, participer aux élections législatives, municipales, présidentielles et autres, afin d'apaiser, de grignoter la parcelle du pouvoir de ceux qui sont au pouvoir et ceux qui décident du décideur actuel, afin que nous ayons les mêmes armes pour pouvoir négocier sa venue sur sa libération. Et Dieu merci, les autres ont compris, c'est le poids qu'ils ont emporté, le poids au président Pascal Afingissa, parce que toute l'arrivée du président Gbagbo aujourd'hui en terre ivoirienne a été l'objet d'une grande négociation avec lui. Ils ont quand même félicité le président Alassane Ouattara. C'est le coup de le féliciter d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un coup de 20 ans d'emprisonnement suite à la carte Sabessiao qui pesait sur lui, mais Dieu merci, avec les négociations, et tout s'est apaisé. Aujourd'hui, la preuve de l'aéroport, il a regagné le QG, et du QG sera à la maison, il ne sera pas au lieu de se retrouver en prison. Donc, avec l'arrivée du président Gbagbo, il y aura la réunification des sociétés, il y aura la réunification, puisque les deux reconnaissent Gbagbo comme le leader principal, le plus grand leader parmi nous tous, la famille socialiste, mais seulement ils voulaient opérer de différentes manières. Le président Pascal Afingissa voulait opérer par la voie pacifique, les autres voulaient par le boycott actif ou le boycott pour obtenir la libération, mais Dieu merci, aujourd'hui tout est rentré dans l'ordre, par la grâce de Dieu, d'ici peu de temps, on aura un congrès qui va réunifier tous les partis, le FPI, et on verra par la grâce de Dieu, tout va se passer. C'était là donc Goli Sylvain, il est un militant du parti de Laurent Gbagbo qui exprimait donc sa joie après le retour de leur président après plus de 10 ans d'absence. Et pour finir ce journal, cette brève, la réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue ce jour même sous la présidence du président de la République Mohamed Bazoum a pris la décision de rouvrir les frontières terrestres qui étaient restées fermées depuis le
déclenchement de la crise Covid-19, c'était en mars 2020. Donc le gouvernement a décidé d'ouvrir de nouveau ses frontières à compter de ce jour, jeudi 17 juin 2021. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barre. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.